Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le Sincha laisse planer la menace d'une grève totale de 112 heures. À compter de demain, le syndicat de la santé animale et humaine se dit déçu de la réponse donnée à sa plateforme revendicative après sa grève de fin octobre. Le ministre de la Santé, Dr Smaïla Ouedraogo, qui est sur notre plateau, apportera les réponses du gouvernement dans cette édition. Nicolas Sarkozy hors jeu, François Fillon et Alain Juppé qualifiés pour le second tour de la primaire de dimanche prochain en France. De nombreuses surprises ont marqué le scrutin d'hier, comme l'élimination de l'ancien président français. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, SINCHA, menace d'aller en grève dès demain. Une grève de 112 heures pour exprimer son mécontentement suite aux négociations infructueuses engagées avec le gouvernement après la grève de fin octobre. Les responsables du syndicat ont justifié ce matin les raisons de leur mouvement. Reportage Kosoun Koulibaly Oumar Zombri. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA annonce une grève totale de 72 heures à compter du mardi 22 au jeudi 24 novembre. Et pour cause, la plateforme revendicative du SINCHA n'aurait pas trouvé une satisfaction entière. Pour ce qui concerne les conditions de travail, la participation à la vie et au contrôle des formations sanitaires et sur les questions de carrière, les réponses sont en deçà en réalité de celles que nous attendons. Nous avons simplement dit qu'il y a un certain nombre de réponses que nous avons rejetées et certaines dont nous avons pris acte. Maintenant, sur les questions relatives aux conditions de vie, nous avons dit que le gouvernement n'a fait aucun effort. Sinon, il y a des réponses à toutes les questions, mais elles sont nettement en deçà de celles que nous attendions. Le syndicat a aussi évoqué le cas de la CAMEC qu'il souhaiterait voir érigée en société d'État. Il interpelle le gouvernement sur les cas d'agression du personnel de santé. En cas de nouvelle agression, le syndicat annonce une réponse. Désormais, si un agent de santé est physiquement agressé lors de l'exercice professionnel, nous avons décidé d'arrêter de travailler. S'il y a des comportements du côté des agents de santé qui sont susceptibles donc de créer des conflits, il y a la hiérarchie. Le syndicat entend organiser des manifestations sur l'ensemble du territoire national pour montrer son mécontentement. Il ne prévoit aucun service minimum pour ces 72 heures de grève. Mais en attendant d'entrer en lutte, le syndicat dit être ouvert et disponible pour tout dialogue avec le gouvernement afin d'éviter des désagréments à la population. Le ministre de la Santé, Dr Smaïla Ouedraogo, n'a pas attendu longtemps pour réagir à ce nouveau préavis de grève du SINCHA, puisqu'il est sur le plateau du journal de 13h. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Bazier. Alors, merci d'être venu ce midi nous parler de cette grève du SINCHA qui doit être déclenchée à partir de demain. Et s'il y a grève, c'est qu'il y a une plateforme revendicative qui n'est pas satisfaite. Quels sont les points qui n'ont pas eu en tout cas, d'accord entre le gouvernement et le SINCHA? Merci, monsieur Bazier. Je voudrais avant tout quand même faire une petite observation qui est que c'est avec un peu quand même regret que j'apprends au sein de votre studio, juste quelques minutes avant de rentrer, que le SINCHA a décidé de transformer donc, son mot d'ordre de grève, qui était une grève avec un service minimum, en une grève sans service minimum dans un contexte quand même assez particulier que nous vivons au niveau de Burkina Faso. Et c'est en apprenant dans vos coulisses que c'est cette décision qui a été prise que j'ai appelé moi-même le secrétaire général du SINCHA pour me rassurer que effectivement c'était une décision qui venait donc du syndicat. Il me l'a confirmé. Ce que je tiens à dire, c'est que jusqu'à hier, j'étais de façon indirecte par téléphone, étant toujours en contact avec le syndicat, pour essayer donc de mieux comprendre certains points et de les mieux les traiter, bien entendu avec l'ensemble du gouvernement. Et hier soir, jusqu'à 16h, j'étais en échange avec le ministre des Finances sur certains points donc, qui font l'objet de blocage. Donc, pour revenir à votre question, pour moi, jusqu'à présent, ce n'est pas parce qu'ils décident de faire une grève sans service minimum que le dialogue est rompu.
il n'est même pas question d'imaginer que les dialogues soient rompus entre des partenaires sociaux. Mais je pense quand même que les partenaires sociaux doivent mutuellement se respecter et le syndicat, chaque fois, l'a réclamé. Et je pense que le syndicat aussi doit être en mesure de comprendre que du côté du gouvernement, ce respect aussi le soit. Et je passe par là pour dire qu'il aurait quand même fallu que, ne serait-ce qu'un coup de fil, ou une lettre écrite qui nous précise les conditions dans lesquelles cette grève va se faire, ce qui nous aurait permis de prendre des dispositions. Qu'à cela ne tienne. En revenant sur votre question, il faut savoir, le syndicat nous a soumis une plateforme revendicative de 63 points que nous avons examinée ensemble, donc avec d'autres collègues, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et de ces 63 points, je peux considérer que sur 59 points, nous avons été plus ou moins d'accord. C'est bien. Le SG vient de dire que le syndicat prend acte, mais on sait que le syndicat ne dit jamais qu'il est d'accord. Dans aucune plateforme, on ne voit jamais ça. C'est prend acte quand ça semble aller et n'est pas d'accord quand ça ne va pas du tout. Et ça, c'est quelque chose, quand même, un langage bien précis. Sur cette plateforme de 63 points, il y a 4 points qui font blocage. Ces 4 points concernent la prise en charge gratuite des agents de santé, leurs conjoints, leurs ascendants et leurs descendants directs. Et à ce niveau, je pense qu'il y a eu un recul, puisque lors des discussions, il faut le dire, les choses telles qu'elles se sont passées, nous avons fait comprendre aux syndicats que nous aurions aimé bien accéder à cette revendication. Mais nous sommes dans ce pays, ils sont dans ce pays, et l'une des revendications même est qu'eux-mêmes, ils demandent à ce que les conditions soient davantage améliorées pour que les mesures fortes que le président du FASO a pris, qui concerne les mesures de gratuité en faveur des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, puissent connaître des situations plus intéressantes dans sa mise en œuvre en termes de qualité. Donc, je leur ai fait savoir ce jour-là qu'avec cette mesure, qui concerne également les femmes et les enfants du personnel de santé, le gouvernement a des difficultés pour les mettre en œuvre. Donc, ce serait intéressant que nous nous concentrons pour pouvoir réussir cette mesure et on voit les autres aspects. Car cela ne tienne, en 1991, le gouvernement avait pris une décision qui octroyait un certain nombre d'avantages aux agents de santé. Il s'agit de la consultation gratuite et les examens paracliniques, c'est-à-dire les examens biologiques, quand on veut faire les tests, que ces examens soient gratuits pour les agents de santé et leurs conjoints. Cette disposition n'a pas été mise en œuvre. Nous avons pris l'engagement avec les syndicats, avec des délais bien précis, que nous allons faire en sorte pour que cette disposition-là, qui est déjà un acquis, nous ne pouvons pas le mettre en cause. Si les gouvernements précédents ont pris des décisions et qui n'ont pas été en mesure de les mettre en œuvre, nous ne pouvons pas remettre en cause ces décisions. Nous pouvons que créer les conditions nécessaires pour que ces décisions-là puissent être mises en œuvre. Et quels sont les autres Donc, points? à ce niveau, quels sont les autres je points pense sur que lesquels, dans l'ordre on du n'a débat... pas trop le temps, Monsieur le ministre. Quels sont les autres points sur lesquels vous donc, ne vous dans l'ordre entendez du pas? débat, je pense qu'à ce niveau-là, on a semblé être en accord, sauf qu'à la veille de la grève, donc après consultation de leur base, ils sont revenus me dire que la base a dit que tant qu'on ne va pas rendre gratuit et les consultations, et les examens paracliniques, et l'hospitalisation et les médicaments pour tous les agents de santé, leurs conjoints, leurs ascendants et descendants directs, ils ne pourront pas revenir sur leur mode de grève. Le deuxième point porte sur, j'ai dit 4 points, mais en réalité c'est 3 grands points. Le deuxième point porte sur les indemnités. Il s'agit des indemnités de risque et les indemnités de garde. Mais sur ces indemnités, nous n'avons aucune objection. Les indemnités de garde, ils souhaitent que les gardes soient payées, les indemnités soient payées par garde, ce qui me paraît être la revendication la plus juste. D'ailleurs, au niveau du ministère, nous sommes dans une réflexion pour aller dans ce sens. Actuellement, les indemnités de garde sont systématiquement annexées au salaire. Que tu prennes une garde ou pas, ben, tu as ton salaire et tu as tes indemnités dedans. Et il y a plein qui ne prennent pas la garde. Et c'est un problème réel. Alors, deuxième point, troisième point. Pour les indemnités, il y a les indemnités de risque pour lesquelles nous n'avons pas une objection. Et j'ai dit aux syndicats que nous sommes en train de faire cette réflexion-là afin que toutes ces indemnités-là fassent partie, découlent de la fonction publique hospitalière qui est un engagement du chef de l'État, dont 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale qui vient d'être créée, et il reste la fonction publique hospitalière qui vient compléter l'ensemble. Et dans le cadre de la loi créant la fonction publique hospitalière, toutes ces dispositions-là seront prises afin que nous puissions avoir un ensemble cohérent. Le dernier point, c'est les syndicats voudraient qu'en attendant la révision de la loi 033, qu'on applique la loi 081 au niveau des EPE, des établissements publics de santé. Ça veut dire quoi? Les établissements publics de santé étaient régis par la loi 033. Les fonctionnaires, de façon générale, étaient régis par la loi 013. La loi 013 a été modifiée et ça a donné lieu à la loi 081.
il y a une autre étape qui consiste à réviser la loi 033. Cette révision n'a pas été encore faite. Donc les syndicats demandent qu'on prenne les conclusions entre griffes de la loi 081. Cette loi concerne tous les EPE, pas seulement la santé. Ça concerne tous les EPE, bien entendu. Là, nous avons fait l'observation. Dans le principe, il n'y a aucune opposition, puisqu'il va de soi qu'après la lecture de la loi 081, la loi 033 soit révisée. Non seulement ça ne concerne pas tous les EPS, mais dans les EPS, il y a plusieurs catégories. Et dans les EPE, il y a plusieurs catégories d'agents dont il faut en tenir compte. Donc, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est peut-être de l'impatience que je peux comprendre. Mais il n'y a aucune objection par rapport au gouvernement, par rapport à l'ensemble des points qui sont posés. C'est la façon dont il faut procéder pour les résoudre là qui semble nous opposer, parce que nous ne voulons pas prendre le risque de faire ce qui a été fait par le passé. Les 63 points, plusieurs points étaient des acquis qui n'ont jamais été mis en œuvre. Et je dis, tant que c'est un acquis, il n'y a pas de raison que nous restons là à tergiverser là-dessus. Nous ne voulons pas créer ces précédents, nous ne voulons pas faire comme de par le passé, où on accepte tout sous une pression, tout en sachant que la mise en œuvre va poser un problème. Et dans quelques années, quelqu'un d'autre viendra s'asseoir au niveau Monsieur le ministre, avec cette grève, quand même, les négociations ne sont pas rompues, vous avez dit, le dialogue va reprendre. Pas du tout. C'était devant vous ou c'était devant le directeur général que j'ai appelé le secrétaire général du SINSA. Je dis, la grève ou les revendications sont légitimes. C'est normal que les gens revendiquent. Mais je dis également, nous sommes dans ce pays ensemble, nous connaissons les réalités de ce pays, et il va falloir qu'à un certain moment, nous ayons le courage et l'honnêteté de dire, il y a des choses qui sont faites, d'autres peuvent être faites, et elles vont se faire avec le temps. Alors le SYNCHA dit rapidement que si, dès aujourd'hui, vous dites qu'il y a des avancées, et le mot d'ordre de grève est levé. Mais ces avancées sont, comme je vous dis, aujourd'hui, on ne peut pas dire, écoutez, voici, vous venez prendre vos indemnités de garde, venez prendre vos indemnités de risque, parce que toutes ces indemnités doivent maintenant être inclus dans le cadre de la fonction publique hospitalière qui faisait du ministère de la Santé une entité à part. Et le SYNCHA a reçu la loi sur la fonction publique hospitalière. La dernière fois quand on s'est rencontrés, je leur ai remis la loi pour qu'ils apportent tout ce dont on est en train de parler. Ils ont la latitude d'amender la fonction publique hospitalière, de les inclure. Et lors de la rédaction des décrets d'application, tous ces éléments peuvent être pris en compte. C'est pour cela que j'ai la ferme conviction que le dialogue n'est pas rompu. C'est tout à fait normal que des partenaires sociaux durcissent le ton, mais je pense que chacun saura raison garder. Merci bien, monsieur le ministre. Merci. Mais je voudrais simplement pour toutes ces précisions. On n'a plus le temps, monsieur le ministre. On va poursuivre ce journal. Merci d'être venu ce midi sur notre plateau nous parler de cette grève du SYNCHA, grève qui sera déclenchée demain si, en tout cas, le SYNCHA ne suspend pas son mode d'ordre de grève de 72 heures pour réclamer la satisfaction de sa plateforme revendicative. Santé toujours, la mortalité due au manque d'oxygène chez les enfants des pays du Sud, problème évoqué au cours d'un symposium qui s'est tenu à Ouagadougou. Il s'agissait pendant 4 jours de définir des stratégies pour prévenir et lutter contre les gastro-entérites. Reportage Ibrahim Sombier, Zoubaviel, David Dabiré. 6 000 enfants meurent chaque année au Burkina Faso du fait des infections liées au manque d'hygiène, selon le ministère en charge de la Santé. Un chiffre alarmant pour les chercheurs qui réfléchissent depuis ce matin aux stratégies de lutte contre les gastro-entérites. Et sur la question, les scientifiques suédois veulent mettre à la disposition de leurs confrères du Sud le fruit de leurs recherches. On a travaillé sur le virus entérique depuis longtemps. Et chez nous, c'est vrai, les enfants ne meurent pas à cause de la meilleur traitement. Mais aussi, le taux d'infection, c'est le même là-bas qu'ici. Ça veut dire beaucoup d'enfants allant à l'hôpital et beaucoup de pays en Europe maintenant ont mis le même vaccin à son programme d'immunisation. Donc, comme on travaille sur le virus entérique, aussi, c'est bien sûr qu'il faut aussi aller où les problèmes sont plus grands. Ce symposium se veut donc une tribune pour la communauté scientifique de peaufiner les techniques de détection et de diagnostic des virus responsables des gastro-entérites et de définir les stratégies de lutte contre ce qui apparaît aujourd'hui comme un fléau. Des stratégies qui devront aider les décideurs dans la lutte contre ces maladies. Au terme de ces travaux, nous attendons que nous puissions faire le point en matière de stratégie, quelles sont les stratégies, quelles sont les recommandations qui sont mises à jour
pour que nous puissions davantage lutter contre les diarrhées à rotavirus. Les recommandations de ce symposium constitueront un référentiel pour la prise en charge de ces pathologies dans d'autres pays à travers le monde. La gestion des ressources en eau et les changements climatiques, deux mamelles d'un forum régional ouvert ce matin à Ouagadougou. La rencontre va permettre un échange d'expériences pour un meilleur accès à l'eau partout et pour tous. Ces participants viennent du Ghana, du Niger, du Mali et du Burkina. Reportage Nongbakuda Sanoua, Christine Koulibaly. Selon les experts, l'eau est la ressource la plus touchée par le changement climatique. La rendre disponible partout et pour tous dans la limite du contrôle des risques reste un défi pour les acteurs de la sous-région ouest africaine. Vous avez des sécheresses. Au même moment, vous constatez des inondations. C'est extrêmement important que nous travaillions à mieux comprendre, à mieux cerner même ces impacts-là pour mieux organiser la planification et la gestion des ressources en eau. C'est tout l'enjeu de ce forum régional qui se veut un cadre de partage d'expériences pour une gestion holistique de la ressource eau. Très souvent, on oublie que nous avons même une politique communautaire à l'échelle de la CEDEAO en matière de gestion des ressources en eau. Parce que ce que nous envisageons au Burkina a un impact sur nos frères du Ghana, parce que nous partageons par exemple le même bassin versant. C'est pour ça que les agences de l'eau, notamment le bassin de la Volta, l'autorité du bassin du Niger, mais aussi l'ensemble des bassins nationaux. Il faut renforcer les capacités pour que ces agences-là puissent faire leur travail de façon appropriée, parce que c'est dans ces conditions que tous ensemble, nous pouvons non seulement réussir l'accès universel d'ici 2030 en matière d'approvisionnement en eau, mais aussi faire en sorte que le secteur de l'eau soit un secteur de soutien à la production. À l'issue de ce forum, les participants venus du Burkina, du Ghana, du Mali et du Niger devront également faire des recommandations à l'endroit des décideurs pour une meilleure connaissance des ressources en eau, condition sine qua non pour leur gestion efficiente. L'initiative de la Grande Muraille Verte, vaste projet qui intéresse de nombreux pays africains, a besoin d'être connu des populations locales pour susciter leur adhésion. Le ministère de l'Environnement forme donc ces agents qui iront à leur tour porter la bonne nouvelle de la GMV à travers le Burkina. La formation a débuté ce matin à Ouagadougou et dure 5 jours. Paul-David Bambara, Zalissa Sanfo. Apprendre pour mieux édicter. Ces directeurs régionaux et provinciaux du ministère en charge de l'environnement sont ici à l'école du management des ressources humaines. Une école qui va leur permettre de connaître les règles à adopter pour impliquer les populations à plus d'actions en faveur de l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Nous venons juste de sortir de la COP 22, qui est dite COP de l'action. Effectivement, pour être en action, il faudrait que nous ayons sur le terrain des acteurs capables de véhiculer les bonnes pratiques. Cette formation va durer 5 jours et elle va s'étendre à 210 autres acteurs du domaine pour plus de résultats. L'initiative La Grande Muraille Verte est un projet panafricain porté par l'Union africaine depuis 2007. Il vise à combattre la désertification, la dégradation des terres et les sécheresses. Et aussi, il va contribuer à améliorer la résilience des écosystèmes au changement climatique et la sécurité alimentaire dans la région sahélo-saharienne. Le Burkina est à jour de ses obligations vis-à-vis des conventions internationales de protection des droits humains. Le pays est fier de présenter les différentes recommandations issues des rapports aux organes et traités. Cela se fait au cours d'un atelier qui se tient sous la collaboration du ministère de la Justice et le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Yacouba Gamene, Nathalie Savadogo. Le renforcement de la législation nationale, l'adoption et la mise en œuvre de politiques en faveur des groupes vulnérables et la lutte contre l'impunité et les violations des droits humains, ce sont entre autres les recommandations faites à l'issue de la présentation des rapports périodiques par le Burkina Faso sur la prise des mesures concernant la protection des droits humains aux organes de traité. Lorsque vous ratifiez ces conventions, vous devez, à des périodes données, soumettre des rapports pour dire quelles sont les mesures que vous avez prises pour donner effet aux droits humains qui sont contenus dans ces conventions. Donc le Burkina Faso, depuis novembre 2015,
a commencé à présenter ses rapports. Nous avons présenté notre rapport devant le comité des disparitions forcées. Nous avons présenté notre rapport devant le comité des droits de l'homme socio-économique et culturel. Et nous avons présenté notre rapport relatif aux droits civils et politiques. Alors des recommandations ont été faites. Bien évidemment, les différents comités ont reconnu les efforts que le Burkina a fait, mais il y a des insuffisances. Et des recommandations ont été faites sur ces insuffisances. Il a également été recommandé qu'une fois de retour au pays, nous avons l'obligation de dire à nos populations quelles sont les recommandations qui ont été faites pour qu'ensemble nous puissions les mettre en œuvre. Prennent part à cet atelier les représentants de l'Assemblée nationale, les représentants du monde judiciaire, les OSC et la presse. Ensemble, ils vont s'approprier les différentes recommandations, mais aussi approfondir les réflexions afin de trouver les voies et moyens qui vont permettre leur mise en œuvre. Des artistes sud-coréens à la découverte de la culture burkinabé, et pas seulement, ils sont venus au Burkina montrer aussi un pan de la culture coréenne. Rendez-vous a été donné au Méloman Ouagalais samedi dernier à la place de la Nation pour un concert gratuit. Musique traditionnelle et classique a été servie à ceux qui ont bravé le froid de ce mois de novembre. Amadou Iliboude, Oemé Solange Gigma. Deux peuples, sud-coréens et burkinabés, partagent ici leur savoir-faire artistique. Les burkinabés en premier plan plantent le décor à travers des pas de danse du terroir, de la musique moderne et traditionnelle. Et c'est au tour des sud-coréens de faire découvrir leur culture. The whole purpose to come here, notre objectif principal en venant ici, il est très simple. we want to enhance the relationship Nous aimerions renchérir les relations between Burkina Faso and Korea. qui existent entre le Burkina et la Corée du Sud. C'est une très belle occasion donc, pour notre pays de vivre cette symbiose entre la culture burkinabé et la culture sud-coréenne. On s'aperçoit qu'effectivement, les peuples ont des valeurs qu'ils peuvent partager. Et ces valeurs universelles à partager sont celles de la paix, celles de la joie. Une soirée riche en couleurs. L'un des temps forts, cette chorégraphie qui a émerveillé plus d'un Ouagalais. Vraiment, c'était très génial. Nous aussi, on est sortis pour venir suivre ça. Vraiment, j'étais très contente de voir ça. C'est la première fois de voir ça, mais c'était très merveilleux. La partie qui m'a vraiment impressionnée, c'est quand les femmes dansaient avec les troupes. C'était très joli à voir. Cette soirée d'échange culturel entre Burkinabés et Sud-Coréens est une première et selon le chef de la délégation, des mesures seront prises pour qu'elle se perpétue. Dans les jours à venir, les Sud-Coréens envisagent recevoir chez eux des artistes burkinabés. Élection municipale au Mali, plusieurs fois reportée, le scrutin a finalement eu lieu hier dans tout le pays, une manière de parler, car certaines régions comme le Nord n'ont pas connu de fièvre électorale. Là où les élections se sont déroulées, elles ont enregistré un faible taux de participation, certainement à cause du boycott des partis d'opposition et du climat d'insécurité qui règne dans le pays. Les Maliens étaient aux urnes ce dimanche pour élire leurs conseillers municipaux pour la première fois depuis 2013. Des élections municipales marquées par une faible participation, mais le scrutin boycotté par certains partis d'opposition et groupes armés s'est déroulé dans le calme malgré la menace djihadiste. On a commencé à partir de 8 heures. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'incident. Bon, les gens viennent petit à petit. Bon, on espère que dans l'après-midi, on espère que ça aille mieux que ça. Pour le moment, bon, on n'a pas eu beaucoup d'incidents. Bon, vraiment, c'est lent, mais c'est un peu mieux. Bien que le problème au nord, là, c'est un problème vraiment que nous souhaitons que ça soit résolu bientôt. Oui. Avec les élections, nous pensons qu'il y aura même des améliorations. Ces élections ont été organisées dans un contexte de sécurité fragile et un climat politique précaire, signe des divisions qui bloquent le processus de paix au Mali. Un scrutin qui a passionné les foules, c'est bien celui de la primaire française, primaire pour désigner le candidat de la droite à la présidentielle d'avril 2017. François Fillon a créé la surprise en arrivant en tête avec plus de 44% des voix devant Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qui ne se qualifie pas pour le second tour prévu dimanche 27 novembre. Et
Brexit, Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État a été éliminé hier dès le premier tour de la primaire de la droite et du centre en vue de la présidentielle. Arrivé troisième du scrutin avec moins de 21% des voix, il a reconnu sa défaite avant d'annoncer ce qui semble être un retrait de la vie politique. Retrait qu'il avait déjà annoncé en 2012 après sa défaite lors du second tour de la présidentielle. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Bonne chance à la France. Nicolas Sarkozy apporte son soutien à celui qui fut son Premier ministre, François Fillon, arrivé très largement en tête de ce premier tour avec plus de 44% des suffrages. Le favori des sondages, Alain Juppé, est en seconde position avec près de 30% des voix de ce scrutin qui aura mobilisé plus de 3,5 millions d'électeurs. Reste à savoir si le second tour de cette primaire peut mobiliser autant de personnes. Réponse dimanche prochain. La célébration de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté à Dori et le lancement du programme d'appui au développement des économies locales, c'est qui constitue le sujet phare traité dans les journaux de ce lundi. La revue de la presse est signée Aimé Solange Guigma. Lutte contre la pauvreté au Burkina, Roch sonne le glas à Dori par le lancement du programme d'appui au développement des économies locales PADEL, indique l'observateur Palga. Un instrument qui vise à promouvoir l'émergence d'économies locales inclusives, dynamiques et compétitives à même d'entraîner un essor économique et social du pays, précise le quotidien. Ainsi, 339 milliards seront-ils injectés dans les économies locales, nous informe aujourd'hui au Faso. Que c'est ambitieux et louable, s'exclame Sidoya, qui observe par ailleurs des inquiétudes quant à sa mise en œuvre sur le terrain. Il ne sera pas surprenant qu'une bonne partie de cette enveloppe serve à organiser des séminaires, des ateliers et autres rencontres budgétivores, souligne le quotidien d'État. Il faut donc rompre avec la routine, insiste ce journal. C'est dans ce sens qu'un appel au changement de mentalité a été lancé par Roch à Dori, écrit Notre Temps, qui estime que ce changement doit commencer au plus haut sommet de l'État. Autre point d'actualité à lire également dans les colonnes des journaux du jour, l'attaque de Radisson Blu au Mali. Un an après, quelle est l'existence sécuritaire et économique, s'interroge aujourd'hui au Faso. Selon l'analyse du journal, le défi sécuritaire reste prégnant. Quant à l'économie, l'on assiste à une reprise en escargot. Pour l'observateur Palga, c'est déjà une victoire contre les terroristes dont l'objectif est de s'aimer la terreur et par ricochet de saper les activités économiques. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.